Produit avec le soutien de la MDJS. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Ma'arif et on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast Icône. Vous connaissez le principe maintenant. J'ai à mes côtés deux passionnés qui vont chacun nous parler d'une personnalité marocaine à qui ils voudraient rendre leur lettre de noblesse. Bon, elles ont déjà leur lettre de noblesse, mais on est là à discuter le statut d'icône et nous raconter pourquoi ces personnages-là les passionnent. Bonjour Mohamed Zouaq, alors Mohamed Zouaq, directeur de yabiladi.com, et Abdallah Baqil, bonjour. Bonjour. Un habitué de Radio Ma'arif. Donc, pour cet épisode d'icône, qui veut démarrer? Honneur à Abdallah. Honneur à Abdallah Baqil, alors, qui va nous parler aujourd'hui de... Alors moi je vais parler de Abdelrahman Tazi, le cinéaste, metteur en scène, qui a à son actif le fait d'avoir fait, je crois, le record tient encore, le film qui a totalisé le record d'entrée au cinéma au Maroc. Et c'est un record qui tient depuis plus de presque 30 ans. Je suis intriguée, et je vais pas jouer à essayer de deviner, mais... C'est À la recherche du mari de ma femme. Avec Skirj, avec le fameux... Rien que le titre Rien déjà. que le titre déjà, ouais. Culte. Et j'en parle aussi parce qu'au-delà de ce film pour lequel il est extrêmement connu, il avait aussi pondu un petit chef-d'œuvre quelques années plus tôt qui s'appelle Badis, qui est un excellent film, très très bien réalisé, qui a franchement impressionné tout le monde par le fait que le premier travail de Abdelrahman Tazi, dans le cadre en tout cas du cinéma long métrage, parce qu'il avait co-dirigé un court métrage en 1968. Ça, c'est un petit peu le parcours des cinéastes du siècle dernier. C'est-à-dire de cette époque, il y a énormément de temps qui se passe entre un travail et le suivant. C'est-à-dire qu'il commence en 68, mais il a surtout collaboré à la photographie d'un film culte qui est Weshma, qui est sorti en 70, je crois, enfin début des années 70. Et on retrouve dans Badis, qui est un petit chef-d'œuvre, cette touche d'une photographie parfaite. Ce qui est très rare à l'époque par rapport aux films qui sortent, qui sont un petit peu faits à la va-vite. Et c'est aussi peut-être l'un des tout premiers cinéastes, parce que si on ressort l'histoire du cinéma marocain, il y a du très bon, Weshma, je l'ai cité, il y a Halaq Derb el-Foqara, il y a des choses qui sont très centrées sur les sujets, mais ce qu'on reprochait énormément au cinéma marocain, d'abord, on savait qu'il travaillait avec des moyens qui étaient extrêmement limités, et le fait même que les réalisateurs, pour arriver à réunir le budget nécessaire pour arriver à faire un film. Entre-temps, ils avaient 3-4 idées de films et ils avaient une fâcheuse tendance à essayer de les mettre toutes les 4 dans le même film. Ce qui fait qu'on a eu parfois beaucoup de mal à suivre. Voilà. Et c'est ce qui ressortait un petit peu, justement, de l'œuvre de Abdelrahman Tazi à ce moment-là. C'est le fait, précisément, de rester sur une thématique et de faire un film, en fait, de bout en bout sur une seule thématique qui reste ancrée, plus facile à suivre, pas de digression vers des thématiques parallèles. Ou d'essayer d'intégrer un maximum de synopsis dans un seul. Oui, c'était la contrainte qui les obligeait un petit peu à faire ça. Malheureusement, donc c'est la raison pour laquelle on ne garde pas énormément de grands films, alors qu'on a de grands réalisateurs. On a eu de grands réalisateurs. Mais cette tendance, effectivement, à essayer de tout mettre sur 1h30, 4 thématiques qui s'entrechoquent de tous les côtés, c'était un petit peu compliqué à suivre. Et oui, Abdelrahman Tazi, iconique metteur en scène, réalisateur, certes, mais le film, au final, le film qui détient ce record est peut-être ce qui lui vaut ce statut aujourd'hui auprès du grand public. Oui, plus que Badis, malheureusement. Après, attention, À la recherche du mari de ma femme, c'est pas un film d'auteur, c'est un film populaire. D'accord, mais magnifiquement réalisé. C'est-à-dire, on peut le revoir encore aujourd'hui, on rit encore. Il y a une vraie qualité. D'abord, il réunit une équipe qu'il constitue un petit peu au cours des années, c'est-à-dire on retrouve des noms qu'il a, Jilali Ferhati, des gens qui ont déjà avec qui il a travaillé auparavant. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, est fondamental dans le succès de ce film. C'est la scénariste. Là, je vais peut-être me fâcher avec elle, mais je trouve qu'elle est nettement meilleure scénariste. Alors, une très très grande scénariste, mais en termes de mise en scène, par contre, sur ces films, il y a plus, c'est pas tout à fait ça, qui est Farida Bliazid, qui a écrit un magnifique scénario avec des touches qui sont déjà, pour l'époque, très actuelles. D'ailleurs, c'est marrant parce que je pense qu'en revoyant le film aujourd'hui, on se plonge vraiment dans ce qu'est le Maroc au moment de sa sortie, c'est-à-dire
en 1993 ce qu'est le Maroc à ce Exact. moment-là. C'est-à-dire un petit peu, c'est important de contextualiser justement aussi la sortie, c'est qu'on trouve en fait un Maroc qui est plutôt optimiste, hein, c'est drôle, c'est comique, enfin bon, qui sort un petit peu de la période sombre des années 80. Enfin bon, tous les problèmes ne sont pas réglés, mais bon, il y a un optimisme On en général rigole. et il y a un véritable changement qui est très bien matérialisé, qui est très bien vu. Dans l'âge des femmes, l'âge des femmes, justement, et avec justement la petite dernière, donc, qui est jouée par Mounafto, celle qui doit épouser, qui est clairement dans une sorte de modernité. C'est la seule qui se promène dans l'espace public. Toutes les autres sont enfermées. Donc c'est vraiment une jeune des années 90, une jeune femme des années 90, avec cette vision tout à fait nouvelle, avec des rêves liés. Il y a un passage qui est extraordinaire, là, du rêve qu'elle fait avec l'espèce de prince charmant sur son cheval blanc, qui va s'adresser à elle en égyptien. Parce que c'est les séries égyptiennes à l'eau de rose, donc même quand on rêve d'amour et de Faris romance, Ahlam, c'est quelqu'un qui parle en égyptien, c'est pas quelqu'un qui parle en darija ou en arabe classique là-dedans. Donc toutes ces petites touches enfin, scénaristiques avec le changement de langage, la langue utilisée qui est extraordinaire, et encore une fois une réalisation vraiment impeccable, vraiment très carrée, il n'y a rien de trop, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de temps mort, fait que c'est un rythme qui est vraiment très très intéressant et qui contraste complètement avec le chef-d'œuvre dont j'ai parlé qui est Badis, qui est beaucoup plus sombre, lent, qui est magnifiquement réalisé aussi, hein. La photo est magnifique, avec des acteurs qui commencent à ce moment-là à être célèbres. C'est amusant parce qu'il y a Aziz Sadla par exemple, le défunt qui vient de décéder, qui démarre à ce moment-là et qui est pratiquement concomitant avec son travail à 2M qu'il l'a fait connaître avec Khadija Assad, qui est dans ce film, qui joue le rôle de l'instituteur. Et le contexte aussi de Badis, l'enclave espagnole, maroco-espagnole, le choc des cultures, tous ces éléments-là sont magnifiquement réalisés. Et d'ailleurs, le box-office, je ne savais pas moi pour le record, mais je pense aussi que ce statut d'icône du film, là je reviens, je sais que l'icône c'est Abdelrahman Tazi, mais je retourne au film, c'est peut-être aussi le passage à la télé, en parlant de télé, qui a peut-être aussi un peu... parce qu'il a été vu en dehors des frontières, c'est peut-être aussi ça qui a fait que c'est devenu une icône cinématographique locale, mais aussi auprès de la diaspora. Oui, le film, je parle du film. Le film, oui, mais bien plus tard. C'est d'abord au cinéma qu'il a son premier succès. Et après, bon, bien sûr, évidemment, ça s'est répandu. Il y avait assez peu de films notables, bon, même si dans les années 90, c'était plutôt bien fourni, mais c'était peut-être le premier film notable de cette décennie. En termes de cinéma populaire, parce qu'avant, il faut quand même voir aussi que le cinéma, là, Badis, par contre, est dans la tradition du film marocain antérieur à cette époque-là, qui est un film d'auteur, des thématiques un peu lourdes aussi. Bon, c'est un autre style, d'accord, mais qui, Badis est clairement inspiré de Zorba le Grec. Le côté insulaire, espèce de communauté un peu... On a l'impression, tout le monde est solidaire, sauf quand ça se passe mal. Et personne ne doit sortir des règles générales. Voilà, Jma'a, qui est plus importante que l'individu. Enfin bon, et encore une fois, une histoire de femme. Avec, Et donc, est-ce que je peux poser une question un peu bête, mais est-ce que donc il aurait ouvert un nouveau genre ? En tout cas, le paysage marocain, est-ce que ça lui donnerait aussi un peu ce statut d'icône d'avoir ouvert le... Parce qu'on a vu une multiplication précisément de films de comédie par la suite. Enfin bon, un certain nombre de personnes qui ont essayé de copier. Lui-même a essayé avec beaucoup moins de succès de se copier avec la suite, reproduire le succès avec la Derby. C'est jamais la même chose. C'est pas forcément une bonne idée. Ni pour lui, ni pour beaucoup d'autres films au final quand on essaie de... Et d'autres ensuite. D'ailleurs, il a continué à faire quelques films à vocation populaire en alternance avec un peu moins de succès, mais il y a cette période-là un petit peu, on a ces deux films qui arrivent à 4 ans d'intervalle. Déjà 4 ans d'intervalle pour un réalisateur à ce moment-là, c'est du jamais vu. Il y a pratiquement 10 ans qui séparent un film de... C'est du fast-food, c'est de la fast-production. La réalisation d'un film puis le suivant. Et c'est une sorte de période dorée en même temps, à mon sens, du cinéma, c'est-à-dire c'est le cinéma antérieur à l'aide du CCM. Qui a un petit peu dévoyé le métier, qui a essayé de régler un problème. C'est-à-dire l'intention était bonne. Le sous-financement des films. Mais la manière régler le problème du financement des films. Mais la manière n'était pas après, ça devient aussi une forme de rente. Ça peut devenir une forme de rente. Ça devient une rente, oui, effectivement. Ça devient un travail à la commande, parce qu'il y a une aide du CCM, donc on boucle un film en 1h30, on le sort dans les salles 15 jours maximum, et puis voilà, c'est réglé. Mais de toute façon, il s'est payé par l'avance du CCM. Merci beaucoup. Je pense à Abdelrahman Tazi, icône, ça c'est acté, et que tu es d'accord aussi. Et je pense qu'on va rester plus ou moins dans le même thème. On va faire une petite pause et on reprend avec Mohamed Zouaq.
Et donc une deuxième icône avec Mohamed Zouak, je te laisse présenter ton icône. Mon icône, je voulais parler de quelqu'un peut-être qui n'est pas extrêmement connue, en tout cas beaucoup moins connue que Sitezi au Maroc. C'est une femme marocaine qui a passé une bonne partie de sa vie en France, Isa Genini, qui a monté... Alors d'abord, elle est partie étudier en France. En 1960, à 18 ans, elle est rentrée à l'INALCO, qui est l'Institut des langues et des cultures orientales, à Paris. Et elle a voué sa vie au cinéma. Je crois qu'elle était directrice de cinéma en France, de salle de cinéma, mais aussi à la production, et notamment la production de documentaires. Et ce qui est assez intéressant, alors bon, c'est une histoire d'une rencontre. Je l'avais interviewée à l'époque pour Yabi Lady, ça devait être en 2003 ou 2004. Et donc c'est à cette occasion que je l'ai rencontrée. Et alors elle a la particularité d'être une Marocaine qui a vécu en France et d'être de confession juive. Ce sera important pour la suite du fil narratif. Et pour moi, ça a été une découverte. Je connaissais pas du tout, même en regardant la télé, etc. Je connaissais pas du tout ce personnage. Et c'était une découverte de voir déjà une femme qui a déjà un certain âge, qui déjà à l'époque avait un certain âge, mais qui avait toujours qui a ce regard très, très, très vivant, très curieux. Et en fait, ça se reflète complètement dans sa production documentaire, puisqu'elle a fait des films documentaires sur le Maroc. Le premier film documentaire qu'elle a produit, là les Marocains probablement connaissent, c'est Trans, L'Hal, sur Nasl Riwen. Et déjà, c'est une claque. Déjà, Trans, donc c'est réalisé par Ahmed Malouni, je crois, Ahmed Malouni. Et donc, c'est produit par Isa Genini et Souheil Ben Barka. Et déjà, c'est une claque parce que on rentre vraiment dans l'époque. Alors, je crois que c'est en 1981. Enfin, il est sorti en 1981. Donc, on rentre vraiment dans l'ambiance de l'époque de Casablanca, de Haim Mohammadi, avec les concerts en plein air, blindés, où il faut des mkhazni parce que sinon les gens viennent et agrippent Batma ou bien Omar Syed, etc. Et puis, on est vraiment dans cette ambiance parce qu'on entend aussi Batma parler. Il va dans son quartier, il parle avec les jeunes, etc. C'est vraiment une immersion dans cette époque-là. Et en fait, tous les documentaires, alors celui-là, il a été produit par Isa Genini, mais les autres, elle les réalise. Et tous ces documentaires reflètent justement cette curiosité, ce besoin, peut-être un petit peu comme moi, puisque j'ai grandi en France, donc je me retrouve un petit peu dans son parcours, ce besoin de reconnexion avec la culture du pays, la culture marocaine. Elle est née à Casablanca, mais sa famille, je crois, une partie de sa famille est originaire plutôt de l'Atlas. Et elle a, dans ses documentaires, elle a à chaque fois voulu mettre en exergue la richesse de la culture marocaine, alors notamment musicale, donc Nasl Riwen évidemment. Alors bon, pour la petite histoire, Trans, il a été choisi, donc c'est le documentaire qui a été choisi par Martin Scorsese pour lancer la World Cinema Foundation. Donc ils l'ont remasterisé, je crois, je sais plus comment exactement le terme technique, mais pour vous dire que c'était quand même une œuvre, 1980, c'était une œuvre importante. Et elle a fait d'autres documentaires qu'elle a réalisés elle-même sur Melhoun par exemple, sur l'Aïta, donc pas mal de musique populaire, plus ou moins populaire. Elle a fait aussi sur l'Ala, je crois que c'est plus récent. Ça a été diffusé sur 2M il y a quelques années. Sur l'Ala, alors je crois que ça s'appelle Nouba, me semble-t-il, où on apprend des choses, hein. Même si c'est pas forcément un art qui est apprécié ou connu ou très populaire en tout cas, on apprend. Enfin moi j'étais très curieux, je connaissais pas beaucoup l'Ala, et ben en fait on apprend que il y a 24 Nouba et qu'en fait ça a été un petit peu perdu et qu'il y a un expert de Tétouan, un musicien de Tétouan qui a réussi à en garder 11, en retranscrire 11 dans un livre. Et donc c'est des petits détails comme ça qui apportent justement de la richesse et de la connaissance par rapport à cette richesse culturelle marocaine. Évidemment, elle a fait plusieurs genres, mais c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement la culture. Il y a aussi un contenu anthropologique, notamment quand elle fait un documentaire sur, je crois que c'est un style musical qui s'appelle le motroz, parce que c'est un peu comme une broderie. Je crois que le titre en français c'est Cantique brodé, et c'est ce mélange entre le chant arabo-andalou classique, plutôt par des musulmans, et puis le chant judéo-marocain. Et donc c'est un mix entre les deux styles. Et donc elle a fait tout un documentaire là-dessus. Et il y a aussi un côté anthropologique, puisqu'elle fait aussi des documentaires sur les retrouvailles d'une famille juive dans une région du Maroc. Elle a fait des documentaires sur les noces ou les mariages dans certaines contrées marocaines. Et puis, un documentaire m'a marqué tout particulièrement et peut-être m'a aussi, réconcilié, je sais pas, on n'était pas forcément fâchés, mais m'a fait découvrir la culture judéo-marocaine et de manière très particulière, et aussi cette mixité entre, notamment dans le monde rural, entre le monde juif amazigh et le reste de la population qui était majoritairement musulmane. C'est un documentaire sur un fruit,
bizarrement. Donc c'est pas anthropologique. Enfin, il y a un côté anthropologique derrière, mais c'est un prétexte. Mais c'est un fruit extrêmement important pour la fête du Sukkot, la fête des cabanes, une fête importante pour le monde juif. Et c'est un fruit, un agrume, qui ressemble à un gros citron, et qui est cultivé dans la région, dans l'anti-Atlas, entre Agadir et Tialouine, à peu près. Donc ils appellent ça la vallée du cédra. Le fruit s'appelle le cédra, qui est issu du cédratier, et qui en fait est évoqué dans un livre saint, je crois que c'est le Lévitique, me semble-t-il, qui est évoqué, et qui est extrêmement important pour les Juifs, et donc ils achètent ce fruit à un prix extrêmement élevé, plusieurs centaines, voire parfois quelques milliers d'euros pour les meilleurs spécimens de ce fruit. Et donc il est exporté vers les États-Unis, vers Israël, etc. Et il y a toute une histoire de ce fruit qui existe, qui est endémique, qui vient d'Asie, mais qui est endémique à cette région depuis 2000 ans. Et c'est les Juifs qui ont intégré cette culture du cédratier. Et ça a toujours été les Amazirs non juifs qui cultivent, encore aujourd'hui, cet arbre d'une certaine façon, parce qu'il faut qu'il soit à l'abri du soleil, sinon il n'est pas accepté ou il n'est pas bon, il n'est pas aussi bon qu'il le faudrait. Il y a des règles, quoi. Voilà, il y a besoin de beaucoup d'eau, il faut qu'il soit à l'ombre, etc. Et tout ça m'a fait découvrir, en fait, déjà une région que je connaissais pas forcément, la région de Tialouine, etc. Mais moi, je suis plutôt du Nord. Mais en plus, cette culture juive amazir mélangée. Et en fait, on voit que la réalité pour un franco-marocain qui a vécu en France, où le conflit israélo-palestinien était extrêmement prégnant. Et puis redécouvrir qu'en fait, je savais qu'il y avait des juifs marocains, que l'histoire de Mohamed V, etc., pendant le protectorat français, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça, je connaissais, mais apprendre ou découvrir de manière plus précise cette cohabitation, cette coexistence. Alors par la suite, il y a eu des documentaires qui ont été faits sur la coexistence des juifs marocains. Mais ça, c'était un peu la première fenêtre. Mais là, pour moi, c'était 2003-2004. Il n'y avait pas beaucoup de documentaires de ce type-là. Et voir qu'en fait, ça datait de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires, et que c'était quelque chose qui était complètement naturel pour des régions qui sont des régions plutôt reculées. C'est pas Casablanca, c'est pas Fès, où on sait qu'il y a des quartiers, il y avait le Mellah, etc. Non, là, on est vraiment dans des villages, et vous avez le chef de tribu, Amazir, qui va accueillir un rabbin juif qui va venir pour certifier la qualité de ce fruit du cédra, etc. Donc, pour moi, ça a été une vraie découverte. Et c'est cette femme, Isa Genini, qui m'a permis un petit peu de prolonger justement cette quête identitaire, j'allais dire, cette redécouverte de tout le patrimoine, toute la richesse, à la fois musicale, patrimoniale, mais aussi anthropologique du Maroc. Et je trouve que son regard apporte vraiment quelque chose. En plus, c'est, je pense, la richesse des documentaires de Isa Genini. Elle a remporté beaucoup de prix par la suite. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une découverte, et je trouve qu'elle n'est pas assez connue au Maroc par rapport à la qualité de ses œuvres documentaires. Donc, en tout cas, qu'elle gagne à être revenue. J'ai vu que Abdallah acquiesçait beaucoup pendant... Oui, parce que moi, je suis originaire du Sud. Je suis originaire du Sousse, et pour nous, et c'est amusant que tu le soulignes, parce que pour nous, en fait, on a toujours su qu'il y avait une cohabitation avec les Juifs, mais curieusement dans les villes, c'est-à-dire partout ailleurs au Maroc. L'info n'est pas arrivée. On avait l'impression que l'info n'était pas arrivée, et que ce qui représente le judaïsme marocain, ce sont les Juifs séfarades venus d'Andalousie, et donc les urbains. Et toute cette part de la culture juive marocaine dans le pays qui est ancrée, qui est millénaire, comme tu le dis, c'est-à-dire que qui est deux fois millénaire, qui est complètement passé sous silence. Et comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc il y a un certain nombre, et c'est amusant parce que, comme je te disais, c'est-à-dire, pour nous ça allait de soi, et on s'est jamais aperçu qu'en fait, hors de ceux qui vivaient, parce qu'il y a une grosse concentration, en fait, il y a une concentration particulière dans la région du Sousse, même plus que du côté de ma région, même plutôt dans l'autre versant du Haut-Atlas, d'ailleurs dans la région de Ouarzazate, Goulmima, bon. Et on a constaté ces dernières années une sorte de redécouverte de ce patrimoine. Par exemple, dans le cas typique de Goulmima, il y a un carnaval. Il y a un carnaval juif qui est organisé tous les ans à Goulmima. Il n'y a plus aucun juif. Il n'y a plus que les clés des maisons dans lesquelles ils ne vivent plus. Mais par contre, cette tradition juive a été conservée par la population locale, musulmane, qui fêter le carnaval juif, donc avec les juifs de la même communauté. Tout le monde parlait la même langue, personne n'était arabophone. Et ils ont gardé en fait cette tradition. Ils continuent à faire vivre parce que ça fait partie de la culture locale. Et puis bien sûr. Mais c'est amusant parce qu'on a vraiment ce décalage-là, parce que quand tu en parlais, c'est pour ça que j'ai acquiescé, parce que vraiment, pour nous, ça allait de soi. Et on ne s'est jamais aperçu qu'en fait, dans le reste du pays, c'est quelque chose qui n'est pas connu du tout
jusqu'à très récemment où on a un peu plus accès à ces l'information. informations-là. Bah, du coup, je rebondis un peu, pas connu du tout. Là, on parle de cette tradition, mais au final, Isa Giannini aussi, c'est peut-être une icône un peu occultée aussi, ou alors connue. Oui. Par les milieux. C'est plutôt ceux qui connaissent bien les documentaires, cinéma, peut-être les festivaliers. certains, oui, les festivaliers, certains juifs marocains qui vont forcément la connaître Les parce qu'ils ont étudiants, découvert le documentaire. Elle a quand même fait 20 documentaires entre 1981. Elle a produit ou réalisé, la plupart réalisés, entre 1981 et 2007. Oui, donc c'est il y a du 20 volume. documentaires, C'est du volume. dont plusieurs sont primés. Et effectivement, ce que disait Abdullah est vrai, c'est que à la fois, moi je pensais que j'étais celui qui ne connaissait pas parce que j'avais grandi en France. C'est pour ça que je t'ai fait la remarque. Voilà, mais C'est-à-dire en que même nous réalité, qui avons vécu là, il y avait en fait un et en décalage dans réalité, les connaissances. depuis que je suis au Maroc, depuis 2007, je découvre Tu vois que qu'en réalité, déjà, la connaissance de l'histoire juive marocaine, malheureusement, elle est insuffisamment enseignée. À partir depuis quelques mois, il a été décidé qu'elle sera enseignée. Et surtout, moi, j'ai découvert, en tout cas, par une bonne fenêtre. C'est-à-dire que j'étais dans l'état d'esprit très politique, le conflit israélo-palestinien, et puis je l'ai découvert seulement par le prisme de la culture. Et on parle pas du tout ni d'Israël, ni de politique, ni rien du tout. Non, c'est la culture marocaine, ancestrale parfois, etc. Et donc il y a la partie juive qui était effectivement, j'avais l'impression d'avoir un manque à combler, mais même sur les autres thématiques, l'Aïta, Nasr Riwan, etc. En fait, on découvre des choses et je me rends compte que même des Marocains qui ont grandi au Maroc sont plutôt peu connaisseurs de la richesse culturelle, en fait. Alors bien sûr, il y a certains qui connaissent tout parce qu'ils s'intéressent vraiment, mais quand on parle avec des cousins, etc., on se rend compte, ou des copains, on se rend compte qu'en réalité, on a une connaissance très superficielle de la richesse culturelle marocaine, que ce soit la culture musicale, etc., mais aussi des us et coutumes, un petit peu, le côté anthropologique qu'on découvre dans ces livres. Et moi, j'ai découvert dans ces documentaires, et elle a fait aussi un livre sur l'histoire et la culture du Maroc, mais moi, j'ai découvert énormément de points de détail sur des choses qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la culture juive, mais qui sont des éléments qui font vraiment partie du patrimoine et de l'anthropologie et de l'histoire marocaine. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à découvrir tous ces documentaires, très riches documentaires. Bon, voilà, 2 icônes audiovisuelles à découvrir ou à redécouvrir. Merci beaucoup les amis. Merci. Isa Giannini pour les icônes et Abdelrahman Tazi. Produit avec le soutien de la MDJS.